Il est temps pour moi de faire le bilan après un week-end de volant de la petite Cupra Born. Dans cette vidéo et comme d'habitude dans ce format, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Donc voilà, je vais aborder tous les points, je vais vous conseiller ou non cette voiture, dire ce que vous pourrez améliorer là-dessus, qu'est-ce qui pose problème sur cette voiture. Enfin voilà, on va aborder tous les points. Mais avant toute chose, je remercie Cupra Lille. Ils me font confiance, ils me prêtent la voiture le temps du week-end pour vous réaliser pas mal de contenu avec celle-ci. Donc un grand merci à eux, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à vous rendre en description et en concession si vous êtes intéressé par la voiture. Bon allez, avant toute chose, avant de commencer à parler du positif, je vais déjà présenter ma version. Aujourd'hui, j'ai une version entrée de gamme de la Cupra Born finalement, puisque c'est la version V avec donc la petite batterie de 58 kWh de capacité et le moteur de 204 chevaux. Alors, il y a deux tailles de batterie dispo, on a la taille L et la taille XL. La taille L, c'est ce que j'ai aujourd'hui, la taille XL, c'est la batterie de 77 kWh. Et au niveau des moteurs, on a soit 204 chevaux, soit 230 chevaux. Voilà, c'est un peu un mode boost en réalité sur la voiture. Voilà, et moi j'ai la version assez entrée de gamme, c'est-à-dire qu'on a certains équipements qui ne sont pas présents par rapport à la version VZ qui est la version haut de gamme de la Cupra Born. Ma version coûte 44 000 € environ, donc voilà, c'est déjà un certain prix pour cette version qui a déjà quelques options. Hein. Mais voilà, la version de base de la Cupra Born coûte 44 000 € environ. Bon allez, on va commencer directement par le premier point positif à bord de la voiture, mais je vais quand même préciser quelque chose. D'habitude je parle du design, etc. Finalement je vais passer directement à ce qui est intéressant, ce qui est important sur une voiture électrique, c'est l'autonomie de la consommation, les équipements, l'ergonomie, etc. Le design de cette Cupra Born est de manière générale, la voiture est parfaitement bien construite, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, vous vous en doutez, hein, c'est une Volkswagen. Concernant le look extérieur, alors oui c'est spécial, on aime ou on n'aime pas. Moi perso j'aime bien, c'est vrai que c'est un parti pris, hein, le design comme ça assez sportif avec les petites touches de cuivre un petit peu partout. Voilà, ça marche, c'est bien réussi. Si vous voulez quelque chose de plus sage, il faudra se tourner vers l'ID3, voilà, qui est plus consensuel je dirais. Bon allez, premier point positif à bord de la Cupra Born, je dirais déjà c'est l'intérieur. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est très bien fini, à ce niveau-là il n'y a rien de problématique. C'est même bien mieux qu'une Volkswagen ID3. Bon, on a de la place, c'est une voiture qui est volumineuse, hein, même si elle est petite de l'extérieur, enfin voilà, plutôt compacte. On a de la place à l'intérieur pour les jambes, pour les passagers, etc. Il n'y a rien à dire. Au niveau du coffre, c'est parfait aussi. Par contre, on regrettera la présence, l'absence du coup d'un frunk. Il n'y a pas de frunk à l'avant de cette Cupra Born. Bon, on pourra parler directement de l'infodivertissement à bord de la voiture. Alors c'est plutôt cool, hein. Moi j'aime bien la disposition, voilà, si on parle juste de la disposition des écrans, j'aime beaucoup. On a un petit écran devant le conducteur et un grand écran qui est vraiment très très grand pour le coup. Le système est plutôt ok, on en parlera un petit peu après, plus en détail. Ça marche bien, on a Android Auto et Apple CarPlay. On a un planificateur que j'ai déjà testé pas mal de fois chez le groupe, c'est le planificateur du groupe Volkswagen finalement. Donc c'est le même qu'on retrouve dans l'ID5, l'Audi Q4, etc. C'est le même algorithme. Ça marche bien, globalement vous n'allez pas tomber en panne. On aurait aimé un choix de borne plus pertinent. Par exemple, on aurait aimé qu'il nous renvoie systématiquement chez Ionity par exemple, puisque Volkswagen fait partie du consortium Ionity. Or ici, ce n'est pas le cas, hein. Il nous propose un petit peu des bornes, voilà, un petit peu de tout et de rien. C'est pas très pertinent comme choix et c'est bien dommage. Bon allez, on va parler quand même du gros de cette voiture, c'est quand même la conduite. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, vraiment j'adore. Pour le coup, c'est une voiture très confortable, très bien insonorisée, que ce soit sur route, sur autoroute, etc. Pas de bruit de vent, c'est bien fait, c'est bien construit et c'est pour ça que j'aime cette voiture. C'est vraiment du sérieux et pourtant on n'a pas de vitre insonorisée, etc. Peut-être au niveau des sièges, petit bémol, voilà, je suis un petit peu moins bien installé que dans d'autres voitures, surtout au niveau des lombaires. Mais sinon pour le reste, c'est vraiment plutôt positif au niveau de la conduite. On a un gabarit qui est plutôt compact, qui est plutôt plus petit, facile à manier, à manœuvrer en ville, etc. On va parler quand même du plus important, c'est les modes de conduite. Pour le coup, dans la voiture, on a différents modes de conduite. On a bien sûr sport, individuel, éco, etc. Ça jouera sur la puissance du moteur et le freinage régénératif. Voilà, ça influera juste sur ces deux paramètres. En mode éco, qui s'appelle le mode range, on aura le maximum d'autonomie. Et justement, pour parler du freinage régénératif,
régénératif. Moi j'adore aborder des Volkswagen. Globalement on a un mode D et un mode B, voilà, pas de réglage plus compliqué, on n'a pas de niveau de freinage régénératif, c'est soit D soit B. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'en mode D on est en roue libre globalement. Ça se rapproche vraiment d'un mode roue libre, ce qui permet vraiment de switcher. En fait on peut switcher entre le mode D et le mode B, ce qui fait que sur des routes départementales par exemple, si c'est un petit peu vallonné, finalement on peut avoir une consommation de 0 kWh au 100 et diminuer du coup les consommations globales et de ce fait augmenter l'autonomie de la voiture. En mode B, on a un freinage qui est vraiment plutôt bien géré, c'est assez puissant, c'est parfait pour un usage en ville. Par contre, c'est un mode. Par contre, le mode B ne va pas jusqu'à l'arrêt. Il faudra finir le freinage à la pédale finalement. Moi, j'aime bien switcher du coup entre le mode D et le mode B. Alors, c'est une conduite qui est un petit peu spéciale. Du coup, faut être actif. On aurait aimé un bouton plus accessible directement sur le volant ou éventuellement des palettes. Même si les palettes, globalement, je suis pas très fan. Un mode B et un mode D, ça me suffit largement pour avoir une conduite la plus simple, la plus intuitive possible. Après, c'est pareil, c'est une affaire de goût. Bon, pendant qu'on est sur la conduite, maintenant on va parler du prochain point positif. Oui, c'est un point positif, c'est l'autonomie et la consommation de la voiture. Et bien franchement, je suis plutôt bluffé. Donc comme je vous ai dit, j'ai la version donc taille L de batterie, donc la 58 kWh de capacité. En fait, c'est largement suffisant. On est globalement sur une taille de batterie idéale pour le quotidien. On n'aura pas réellement besoin de plus, sauf pour un usage peut-être plus spécifique. Pour les gros rouleurs, là on pourra prendre la batterie 77 kWh. Mais là déjà, sur cette version, c'est idéal. Alors j'ai fait une vidéo dédiée justement sur l'autonomie maximale jusqu'à la panne de la Cupra Born. Elle est en description. À mon avis, elle est déjà disponible. Donc voilà, je vous spoile pas les résultats, mais c'est plutôt pas mal. Surtout que là, je fais mon essai au mois de décembre. Et au mois de décembre, il fait assez frais. Lors de mon week-end, j'ai eu des températures globalement entre 2 et 4 degrés. Là aujourd'hui, il fait 4 degrés. Et franchement, l'autonomie est plutôt correcte. Les consommations sont aussi plutôt correctes. On a une consommation de 18,9 kWh au 100 sur 1864 km. Globalement, c'est ce que j'ai eu lors de mon essai. C'est des consommations qui sont plutôt maîtrisées, ce qui fait globalement en autonomie maximale 300 km. En tout cas là, l'hiver. Globalement, toute l'année, en autonomie mixte, vraiment toute l'année autoroute, route, etc. 250-280 km environ. Et c'est globalement ce qu'on retrouve aussi sur d'autres modèles de voitures électriques. On a souvent 250 km. Donc voilà, c'est ce qu'on aura ici sur cette Cupra Born. Et ce qui m'amène parfaitement vers mon prochain point, la transition est parfaite, c'est la recharge. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la recharge? Et moi j'aime bien les specs de recharge des Volkswagen, c'est-à-dire qu'en courant alternatif c'est classique, on est à 11 kW. Pour ce qui est du courant continu, alors là sur la petite batterie, visiblement je suis à 120 kW de puissance maxi. Sur la grosse batterie on est à 135 kW. Alors le groupe Volkswagen ne communique pas trop dessus, faut chercher un petit peu, mais voilà, 120 kW, ce qui fait un plein en une demi-heure. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. Là aussi c'est classique. Sur autoroute, il faudra s'arrêter tous les 200 km pendant 25-30 minutes. Voilà, globalement. Bon allez, j'enchaîne et maintenant on va parler des points que j'ai un peu moins aimé à bord de la voiture. On peut parler de points négatifs. Je vais commencer par le négatif de la conduite. J'ai pas réellement grand chose à dire pour être honnête. Sur ce point-là, je dirais au niveau des aides à la conduite, parce que c'est vrai que dans le point positif de la conduite, j'en ai pas parlé, mais on n'a pas de maintien de voie. Alors je vous explique un petit peu. On a deux options dans le groupe Volkswagen. On a le Line Assist et on a le Travel Assist. Le Line Assist, c'est juste une alerte de sortie de voie. En fait, elle vous empêche de vous planter dans la bande d'arrêt d'urgence. Elle vous empêche de dévier. Voilà, c'est très classique et ça se limite à ça globalement. Bon, on a le Park Assist, elle se gare toute seule, etc. Bon, ok, ça c'est cool, mais on peut passer au-dessus largement. Et par contre, pour ce qui est du Travel Assist, là, le Travel Assist, c'est beaucoup plus poussé. Finalement, c'est une conduite semi-autonome, comme ce qu'on a chez Tesla, chez Renault, etc. Donc la voiture garde bien son cap, vous avez juste à mettre la main sur le volant, elle suit les courbes, etc. Mais le Line Assist, lui, ne conduit pas tout seul sur l'autoroute. Il faut bien nuancer, parce que la nuance quand même entre les deux n'est pas forcément très évidente. Aujourd'hui, je n'ai pas l'option, puisque c'est une option qui coûte assez cher, puisqu'elle est assez complète, puisque au-delà de maintenir le cap sur l'autoroute, on peut faire le dépassement automatique, etc. Donc c'est assez poussé quand même. L'option coûte un petit peu cher, et c'est dommage du coup qu'il n'y ait pas un entre-deux, qu'on n'ait pas juste
juste un maintien de voix qui est de série, puisque finalement de série on n'a pas du tout de maintien de voix et ça fait chier en fait dans une voiture en 2022, surtout à 44 000 € qu'on n'ait pas cette option, puisque c'est vraiment super pratique et quand on y a goûté c'est difficile finalement de s'en passer. Mais voilà, du coup c'est le seul défaut. Sinon pour la conduite j'ai vraiment aucun autre point négatif, hein. C'est vraiment idéal. On va passer maintenant au négatif de l'intérieur parce que j'ai quand même quelques points à noter et ça se passe surtout au niveau de l'infodivertissement. Finalement je suis un petit peu déçu par l'interface de cette Cupra Born. Il faudrait vraiment que les équipes du groupe Volkswagen communiquent entre eux, puisque les interfaces finalement entre chaque électrique du groupe Volkswagen, et bien chaque interface est bien différente. L'ergonomie n'est jamais la même. Dans la Volkswagen ID.5 c'est plutôt bien fait, ça fonctionne bien. Dans l'Audi Q4 aussi, même si on retrouve quand même beaucoup de menus, sous-menus, etc. Et là ici chez Cupra, et ben c'est pas très bon et c'est un point qui a été relevé par beaucoup d'autres collègues, c'est que l'interface voilà, est un petit peu fouillie, on a des modes un petit peu partout, on a des menus, on a des panneaux défilants, on a une page avec des menus un peu comme sur un smartphone, on a des menus sous-menus, en fait les raccourcis ici rapides ne permettent pas d'aller plus loin, par exemple le volant chauffant, on est obligé de passer par le mur d'application, d'aller dans climatisation pour activer le volant chauffant, alors que finalement on a un accès rapide ici sur l'écran d'accueil. Ça c'est tous des petits trucs comme ça qui font dire que l'ergonomie n'est pas exceptionnelle à bord de cette voiture. Pareil ici au niveau du petit écran, alors c'est bien, ça marche bien, mais les menus sont pas très intuitifs. On a un petit peu beaucoup d'informations, je trouve, on pourrait simplifier un petit peu cela. Et on retrouve toujours malheureusement les touches tactiles partout dans l'habitacle. Je suis désolé mais c'est pas exceptionnel, encore une fois je suis pas très fan. Alors ça marche bien, on a une sorte de retour haptique qui fait qu'on a l'impression d'appuyer sur un bouton, mais quitte à avoir l'impression d'appuyer sur un bouton, autant mettre un vrai bouton finalement. Surtout le plus gros défaut je dirais c'est ici sous l'écran, la barre avec des boutons tactiles défilants. La nuit finalement on voit rien, il n'y a aucun affichage, il n'y a aucun rétro-éclairage de cette zone, on ne sait pas trop où on appuie. On peut régler la clim des deux côtés en défilant avec le doigt, c'est pas très précis, c'est pas très fin, c'est dommage. Et d'ailleurs Volkswagen a fait le choix de passer à autre chose et de supprimer les boutons tactiles. Donc c'est que globalement on a été plutôt écouté. Donc sur les prochaines Volkswagen ID et électriques du groupe Volkswagen, on n'aura plus ces boutons tactiles. Donc ça c'est plutôt un point positif. Et Volkswagen a enfin compris que c'était pas une bonne idée. Concernant le système audio de la voiture, moi j'ai le système audio de base, c'est plutôt bon, il y a des bonnes basses. Globalement c'est pas mal, ça manque juste de puissance, c'est assez étrange, ça m'est jamais arrivé. Mais le volume maxi du système son n'est pas très élevé. Et dernier point négatif, bon voilà, c'est quand même une remarque qui revient assez souvent, c'est les tarifs. Hein. Les tarifs sont assez salés, puisque du coup ma voiture coûte 44 500 € sans les options. Voilà, en version de base, et ça va jusqu'à 46 500 € pour le modèle VZ le plus puissant avec la grosse batterie, sans les options supplémentaires que vous pouvez rajouter, comme du coup le maintien de voix, etc. Donc les prix s'envolent un petit peu. Voilà, c'est un défaut qui revient beaucoup sur les électriques maintenant en 2022. La voiture électrique reste encore un produit pas très accessible. Si on passe un petit peu à la conclusion, de manière générale, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. En fait, cette voiture serait idéale si on avait finalement l'interface Google Android Automotive pour remplacer cette interface Cupra. Mais voilà, pour le reste, j'adore et je ne peux que vous recommander cette voiture. Surtout qu'avec les mises à jour, etc., j'ose espérer que tout ce qui est interface, ça va évoluer, ça va s'améliorer. Je remercie encore Cupra Lille de me l'avoir prêté le temps d'un week-end pour vous réaliser tous ces contenus. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max BLD. Ciao!